Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Robillard et je suis journaliste pour le Courrier Laval. Aujourd'hui, je suis en présence de Claude Paiement, Sylvain Marcel et Frédéric Desagers, qui sont derrière et devant la série théâtrale Virus et Versa, donc présentée par le théâtre Harpagon, pardon, qui est une compagnie théâtrale lavalloise. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour, oui. Bien, bonjour. Très bien. En premier lieu, comment là, a été mijotée cette idée là, de ces séries théâtrales? Comment elle a pris forme là, avec la pandémie? Ben, c'est vraiment quelque chose qui est né du besoin de rester vivant, puis de combler le grand vide qu'a laissé en fait la fermeture des salles pour nous dans le domaine du théâtre, particulièrement des arts vivants plus généralement. Et on avait un projet sur lequel on était en train de travailler qui s'appelait La Dernière Allumette, laquelle il y avait sensiblement des personnages identiques. Et on venait de terminer une résidence de création à la Maison des Arts de Laval qui s'était très, très, très bien déroulée. Et on était très enthousiastes là, de s'en aller vers la production, vers le financement, etc. Et évidemment, la pandémie est arrivée. Alors, ça a mis un frein à ce bel enthousiasme qu'on avait. Et on a décidé de chercher des façons de rester vivant comme créateur, puis de rester en contact avec notre public. Et au début, les gars voulaient que j'écrive des capsules, une sorte d'adaptation ça s'appelait La Dernière Allumette, et moi, ça me tentait pas du tout. J'étais de mauvaise foi, je voulais absolument pas. J'étais juste dans mon bougonnage de pas pouvoir faire le spectacle où est-ce qu'il était rendu. Mais j'ai fini par, je suis souvent comme ça, je bougonne puis je le fais pareil. Puis j'arrivais un soir ou une journée, je me rappelle plus, une répétition avec un texte. J'ai dit, bon, on va essayer ça. Puis les gars ont bien aimé ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on a décidé de le présenter devant des amis, voir qu'est-ce qu'ils s'en pensaient. Et on a tous dit, ben là, vous tenez quelque chose, c'est le fun, vous devriez comme développer le projet. Qu'essentiellement, c'est né dans cette espèce d'urgence un peu exacerbée par la pandémie, puis par le fait de ne pas avoir accès aux salles. Donc, de trouver une façon, à partir de ce qui nous restait, c'est-à-dire la technologie, le web, de rester en contact et de développer notre public. Quelque chose à rajouter? Non. Ouais. Donc, Peut-être. oui, je vous écoute. Tu veux parler, Fred? Non, vas-y, Sylvain. Non, ça va, vas-y, vas-y. Non, mais c'était, il y avait aussi cette sensation au début de la pandémie quand on s'est rendu compte que les théâtres fermaient, quand on a eu cette nouvelle-là en tant que créateur des arts vivants. Ça a été une décharge électrique, puis il y a eu un sentiment, je pense que ça a été très exprimé par Sylvain à ce moment-là, il y a eu un sentiment, une espèce de sensation comme si on n'allait plus pouvoir jouer. Et on ne savait pas pendant combien de temps, c'était comme un gouffre qui s'ouvrait devant nous. Puis c'était aussi ce qu'il y avait dans l'urgence dont Claude parle, il y avait aussi une urgence, nous, en tant qu'interprètes, de pouvoir continuer à exercer notre art, de pouvoir continuer à jouer, parce que tout fermait à cette époque-là, il y a un an, les tournages, les plateaux, c'était vraiment une espèce de sensation, un cauchemar, presque on se disait en tant qu'acteur, c'est fini, on peut plus jouer. Alors, il y avait ça, il y avait Claude, donne-nous quelque chose à jouer, continue à nous donner des mots, continue à nous donner des personnages, à nous permettre d'exercer notre métier, quoi. Il y avait vraiment de ça aussi. Super. Puis, c'est présenté en direct depuis le 15 janvier jusqu'au 16 avril. Si je comprends bien, c'est sous forme de 5 épisodes, puis ça met de l'avant Virus et Versa. Comment vous avez déterminé qui allait jouer quel personnage? Disons que, on va parler pour moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment c'est un personnage qui me ressemble un peu. C'est Virus que je fais. C'est pas nouveau pour moi. J'ai souvent, je l'ai fait pour même de l'art clownesque pour les enfants il y a longtemps. Des spectacles qui s'appelaient Bouchons et Bredouilles. Et
je faisais Bredouille. Puis Bredouille, c'est le clown blanc, si on peut dire. Tu as le clown rouge et le clown blanc, qui, pas un clown avec un gros nez rouge, là, mais donc c'est celui qui est un peu plus, disons, intelligent ou éduqué que l'autre. L'autre est plus enfantin. Donc, je joue en fait un peu la raison de Claude Paiement et Frédéric jouerait le cœur, le côté plus viscéral de l'auteur, en fait. Et bon, c'est ça. Puis, je suis un peu bougon à mes heures, donc mon personnage me ressemble quand même assez pas mal. Fred, je sais pas. Ben, moi, c'était pas évident que je joue à la base le personnage de Versa, qui fait appel plus à l'enfant, à la naïveté, à la douceur, à la simplicité. Moi, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, on le sait parce on l'a décrypté au fur et à mesure du travail avec Claude et des discussions qu'on a avec lui, parce que c'est jamais évident pour un auteur de savoir exactement sur quoi il écrit. Il le voit au fur et à mesure de son écriture et de l'échange avec les interprètes. Souvent, les auteurs de théâtre voient la première de leur spectacle, puis là, ils découvrent des choses en fait en voyant ce que les acteurs, les metteurs en scène y rajoutent, etc. C'est comme une nouvelle lecture pour eux. Puis, mais Claude a toujours eu, depuis le début, il avait envie de me faire travailler dans un autre registre. Moi, j'ai souvent joué les cérébraux, les bougonneux, les râleurs, les emmerdeurs, mais qui basent leur personnage beaucoup sur une espèce de versatilité intellectuelle, etc. Puis Claude, ben, il a vu le travail aussi que j'ai fait à Pas de panique, qui est une autre compagnie avec laquelle je collabore beaucoup. C'est une tangente que j'ai commencé à prendre, mais moi, je pense que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages-là sont comme les deux facettes intérieures de Claude Paiement, de l'auteur. Puis on pourrait dire qu'on les a tous, ces facettes-là. Puis je pense que Claude, ce qu'il a fait, bon, et Sylvain et Fred ont ces deux facettes-là en eux. Puis il a dit, ben, Sylvain, ça serait cool qu'il fasse la facette plus cérébrale, etc. Et puis Fred, pourquoi je l'emmènerais pas du côté de l'enfance, de la naïveté, etc. et tout. Mais c'est ces deux facettes que lui a, qu'on a tous les deux, et qui se battent à l'intérieur de chaque personne, en fait. C'est vraiment raison, passion. Ouais. C'est un thème que j'ai pas inventé, là, qui dans le fond, qui est universel, qui plaît un peu à tous, parce que qui nous ramène à quelque chose de fondamental. On est souvent en lutte avec nous-mêmes, avec ce qu'on pense, et pas toujours en accord avec ce qu'on sent. Puis on essaie on essaie de négocier avec les deux ensemble, essaie de négocier pour trouver une troisième voie. Puis finalement, ben, peut-être que moi je le sens de façon un peu plus aiguë, mais je pense que c'est pas quelque chose que j'ai inventé du tout. Là. Je pense que c'est très humain en fait d'être comme ça. Puis, à travers cette espèce de combat intérieur-là, quelle thématique avez-vous décidé d'aborder dans les récits? Ben, en fait, au départ, on s'était pas fixé du tout de paramètres à ce niveau-là. On s'était dit, on y va, on invente, on se donne des idées. Les gars ont participé beaucoup à donner leurs idées, puis je pige de là-dedans, puis j'écris, puis on s'était pas fixé comment je dirais, c'est ça, de limites ou de zones qu'on voulait explorer. C'est plus par la suite qu'on s'est rendu compte que presque inévitablement, ces personnages-là étaient plongés dans à peu près la même chose que ce qu'on vivait collectivement. Un des premiers choix qu'on a fait, c'est de pas nier le médium. Pour nous, le fait d'être au début, on était comme sur toutes sortes de plateformes comme Zoom, puis c'était plus ou moins techniquement réussi, là. On avait des fois des lags, puis ça, on disait, on va jouer avec ça. On va s'en servir, on va en faire même une partie du propos. Ils ont de la misère à se rejoindre. Des fois, l'image est là, mais le son n'est pas là, etc. On a décidé d'utiliser ça. Et
étrangement, on dirait que les différentes phases que collectivement on a vécues dans la pandémie se retrouvent finalement dans des histoires qui des fois ont l'air d'être complètement décalées ou décollées, mais il y a toujours comme un peu un lien. Puis un peu plus tard dans le processus, j'ai commencé à les ramasser en étapes. Puis les épisodes sont devenus un peu comme je dirais l'épisode 1, c'est un peu comme deux personnes qui sont un peu égarées dans cette technologie-là qui se rencontrent. Puis comment ça se passe, cette rencontre-là. Le deuxième, pour moi, après ça, je les ai ramassés, mais ça avait pas été prémédité. Je pense que c'était intuitif que c'était venu. C'est le choc. Il est plus dark, on est comme plus dans l'introspection, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, mais c'est épeurant. Puis comme ça, il y a comme une espèce de montée dramatique qui s'est produite avant même qu'on l'ait réfléchi. De façon vraiment là, presque naturelle, elle s'est faite. Donc, il y a plein de thématiques qui sont apparues. Après ça, ça a été un peu, je dirais, pour moi, je l'appelais les paradis fiscaux, les paradis artificiels. C'est-à-dire, tout ce qu'on s'invente sur le web pour s'amuser, pour se distraire, pour s'en aller ailleurs. Puis après ça, ben, pour moi, il y a éventuellement qu'est-ce qu'on va faire après ce confinement-là dans nos petites cases, comment est-ce qu'on va réussir à se retrouver, à vivre ensemble? Mais je le répète, ça n'a pas été planifié tout ça. C'est vraiment comme une espèce de constat qui s'est construit pendant la création. Ben, il y a aussi, je dirais, il y a quelque chose qui se retrouve dans ce projet-là, qui était déjà dans le projet théâtral d'où ça a été, d'où tout ça est né un petit peu de la dernière allumette. C'est que dans le fond, c'est le récit un peu d'une rencontre difficile à faire, d'une rencontre improbable entre justement le cœur et la raison, et que tout sépare au début. C'est par un hasard forcé de la vie. Quand on a commencé le Virus et Versa, ben, c'est deux personnages qui sont obligés de se parler à distance parce qu'ils sont obligés de ne pas être en présence l'un de l'autre à cause de tout ce qu'on vit. Mais c'est pas deux personnes qui auraient du tout choisi de se choisir. C'est-à-dire, c'est par un hasard technologique qu'ils se retrouvent sur la même bande passante. Mais après, c'est l'histoire de comment ils s'apprivoisent, de comment ils vont éventuellement réussir à peut-être se rencontrer et même arriver à s'aimer d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc, arriver à cohabiter et puis à refaire un tout qui peut fonctionner. Puis ça, c'est drôle parce que c'est ce qui était en train de se dessiner dans la version théâtrale vers laquelle on s'en allait en pré-production. Puis ça s'est transposé dans l'aventure Virus et Versa sur le web aussi, parce que c'est ça la thématique profonde qui a amené Claude je pense, à faire naître ces personnages-là, et c'est ça qui les fait se parler l'un à l'autre. Donc, c'est ça, là. Puis, le défi de la plateforme Zoom, par exemple, au départ, à partir de laquelle vous êtes nourri au final pour faire votre récit, quel défi une série sur le web théâtral ça l'a apporté, là? Oui, des défis technologiques importants, là, parce que moi, je ne suis pas expert là-dedans. Que je ris de moi, là, parce que c'est vraiment misérable. Je suis vraiment pas... Heureusement, il y a Fred et Claude qui sont beaucoup plus... vous avez vu, ils sont pas mal plus verbomoteurs que moi. Donc, je pense qu'ils ont l'esprit un peu plus avancé technologiquement que moi, je peux l'avoir. Heureusement qu'ils étaient là, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas dévoiler comment on fait ça, parce que, bon... on ne veut pas vendre... la recette de la sauce. On a une sauce, là, puis on va la garder. Fait que, c'est ça. Voilà.
Mais c'est sûr qu'il y avait énormément de défis à la base. Comme tout le monde, quand la pandémie est arrivée, ça a été l'explosion de toutes sortes de plateformes, de possibilités, qui nous promettaient toutes monts et merveilles en termes de synchronicité, etc., etc. Mais il y a plein de défis qui sont montrés, défis de qualité sonore, défis de qualité vidéo, mais aussi le premier défi auquel on a fait face, c'est le degré de jeu. Parce que on s'est très rapidement rendu compte que garder une théâtralité, un jeu théâtral, comme on le ferait sur une scène de théâtre, ça passait pas du tout dans le format qu'on avait. C'était beaucoup trop gros. Donc, il a fallu garder l'essence des personnages, les textes, la théâtralité des textes. On a gardé des choses aussi qui font partie de l'ordre du décorum du théâtre. C'est pour ça qu'on est dans des petites cases noires. On est comme un peu dans un environnement qui rappelle un peu ce qu'on peut voir sur une scène vide de théâtre. On voulait pas faire ça comme on est là en ce moment, dans notre décor intérieur. On voulait amener justement le noir qu'a le théâtre, qui permet justement la possibilité aux spectateurs de se projeter, d'imaginer des choses. Mais on a très vite fait, bon, ben, on va faire du théâtre, mais avec un jeu très, très, très minimaliste, très intime, parce qu'on a vraiment la caméra qui est là. Ouais. Donc, les gens nous voient la moindre petite chose, la moindre inflexion, la moindre petit changement de grimace, de face, c'est vu comme avec une loupe. Donc, on a réduit le volume énormément. Et Ça a vraiment été un travail. c'est une des choses, excuse-moi Fred, qui revient souvent dans Hein? les commentaires des gens. On fait des bords de scène, après on parle pour avoir les commentaires et les gens apprécient. Étrangement, ils disent c'est fascinant de voir des acteurs jouer de façon aussi proche. Là, on voit le petit battement de sourcil là, qui veut dire une insécurité ou qui... Il y a comme un aspect du jeu auquel normalement ils n'ont pas tout à fait accès parce qu'ils voient plus de loin. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment fascinant, puis qu'on a découvert nous aussi, là, la possibilité de partager ça et de réduire le jeu à ce qui est le plus essentiel, intérieur. Euh, Mais, ben voilà. mais c'est une recherche constante parce qu'au fur et à mesure des textes qui arrivent de l'imaginaire de Claude, il y a des nouveaux défis qui naissent, comme Ouais. l'épisode 3, on n'en a pas dormi pendant 2 semaines parce qu'il fallait trouver une façon d'intégrer des effets spéciaux en direct pendant le spectacle. Donc, c'est une nouvelle recherche. Mais ce qui est fascinant, c'est que partout dans le monde en ce moment, il y a vraiment des recherches euh, technologiques au niveau des arts de la scène, des trucs très, très importants qui se passent. Je viens de regarder ce matin un TED Talk qui était animé par c'est un nouveau poste qui a été créé à la Shakespeare Company à Londres, qui est un poste de directeur artistique d'ingénierie artistique. Puis, en fait, eux, ils ont carrément, c'est fou, ils ont communiqué avec des ingénieurs chez Intel et ils leur ont dit, voilà, nous, ce qu'on aimerait créer, c'est une spatialisation 3D de notre salle qu'on a en Angleterre pour nous permettre éventuellement d'intégrer ce qu'ils appellent en anglais, c'est un nouveau terme, on n'a même pas encore le terme en français pour ça, mais c'est le virtual togetherness, le fait d'être ensemble virtuellement. Et en fait, c'est drôle parce que j'en ai pas encore parlé avec mes deux comparses, parce que c'est quelque chose qu'on pense nous aussi. On se dit, les arts vivants vont rester, mais ne seront plus jamais pareils après cette pandémie. Puis, ce qui est déjà en train de se chercher partout, et ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais déjà, mais ils sont déjà en train de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire un spectacle avec des gens, effectivement, du public dans la salle, mais aussi des gens virtuellement dans la salle avec nous. Et il y a déjà des grands théâtres comme ce théâtre en Angleterre qui ont déjà les moyens technologiques de le faire. Il y a, dans mes recherches ce matin aussi, je disais qu'à Broadway, par exemple, qui là, a appris dernièrement qu'ils n'ouvraient pas avant fin 2021, mais qui font face à un autre problème. Il y a maintenant le problème des assureurs. Les assureurs, parce qu'évidemment, le théâtre à Broadway, c'est un théâtre
qui est c'est privé, c'est à gros but lucratif. Donc, il y a des grosses assurances qui assurent les acteurs, etc. Et là, les assureurs sont en train de mettre de telles conditions qu'il y a vraiment des compagnies qui se demandent comment on va faire pour payer de telles assurances parce qu'ils disent, bon, s'il y a une pandémie, là, nous, ça coûte. Enfin, c'est ça. Là. Fait que là, il y a quelqu'un à New York qui a créé une salle de spectacle virtuelle gratuite. Et je vais en parler à mes amis parce que c'est incroyable. J'ai découvert ce matin qu'il y a un site sur Internet gratuit où on peut aller designer notre décor et s'y mettre. Donc, après l'entrevue, c'est ce qu'on fait, là. Ben, c'est ce que j'imagine, là. Donc, on vient d'avoir une primeur. Ça fait quelques années qu'on parle de tout ça. On en parlait même avant la pandémie. On se disait, ça serait chouette d'avoir une espèce de théâtre virtuel. Ouais, il y a des gens qui font des recherches absolument incroyables et c'est de plus en plus parce que parallèlement à tout ça, il y a des énormes compagnies qui travaillent depuis des années sur des mondes virtuels, comme on en a vu dans plein de films au cinéma, mais c'est quand même ça qu'ils sont en train de faire, des endroits où on va pouvoir se rencontrer virtuellement. Alors, c'est sûr que l'industrie du spectacle c'est comme un nouvel endroit où aller. C'est un endroit où il y aura des opportunités de spectacle. Ça va être comme un monde parallèle. Le fait qu'il faudra aussi qu'il y ait du théâtre, du cinéma, tout ça dans ces mondes-là. Donc, c'est ça. On dirait que la pandémie a mis un gros coup d'accélérateur sur toutes ces recherches-là, sur toutes ces technologies-là. Ouais. Mais on est quand même tous très en manque du vrai public. J'imagine. Tout ça, là. J'imagine. Ouais. Puis, en général, c'est quoi votre appréciation de cette plateforme-là? Parce que là, on vient de parler qu'effectivement, ça se peut que ça perdure dans le temps. Il y a des technologies qui se développent pour que ça devienne encore plus gros, tout ça. Mais est-ce que vous appréciez, même si vous ennuyez d'un public en direct, cette opportunité-là de faire du théâtre sur le web? Ben, on parlait pour moi, là, mais c'est sûr que puis on se plaint pas parce que moi je suis chanceux, je travaille beaucoup, tout ça, tu sais. Sauf que bon, on fait un méchant, on fait un bon gars, on fait un moron, on fait un méchant moron, on fait des rôles, puis à un moment donné, on fait des rôles, tu sais. Puis il y a pas comme il y a la job, tu sais, on rentre à la shop, tu sais, on fait ce qu'on a à faire, puis c'est correct, c'est bien comme ça, tu sais. Sauf que là, c'est comme une nouvelle façon de jouer, tu sais. Une nouvelle façon d'interpréter quelque chose qui est complètement différent c'est toujours le gros plan, tout le temps, le gros plan. C'est la ligne directrice qu'on a, c'est OK, vous êtes en bloc appartement, puis il est 4 heures du matin. Fait que faut s'emporter, mais faut pas crier trop fort, tu sais. Fait qu'il faut essayer de garder ce jeu-là fermé, tout ça. Fait que c'est une autre façon carrément de s'exprimer, de pratiquer notre métier. Ça m'allume complètement. C'est vraiment, vraiment pour moi, en tout cas, nouveau et stimulant au maximum. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'a donné beaucoup. Ben, moi, ce que ça m'a appris beaucoup, c'est que la force du théâtre, c'est que c'est un art de convention. Hein. Au théâtre, la grande force, c'est qu'on peut avoir un espace vide, puis si on envoie la convention au public que nous sommes présentement sur la Lune, les gens, ils vont y croire. C'est la force de l'imaginaire. Et au départ, on avait de la misère à croire qu'on pourrait utiliser des conventions comme ça dans un médium comme l'Internet, parce que ça ressemble beaucoup plus à la télévision ou ça ressemble beaucoup plus au cinéma, qui sont des arts plus réalistes. Et moi, la grande découverte, c'est que non, ça marche pour peu qu'on se donne les moyens de le réussir. Les gens vont nous suivre dans la folie, puis dans l'imaginaire, puis dans le fait qu'il y a un fond noir, mais on s'en fout complètement. On peut dire qu'on est n'importe où, ils vont nous suivre. Si la convention est claire, les gens vont être créateurs, et ils vont aimer être créateurs, et ils vont embarquer dans notre folie. Ça, c'est toute une belle découverte par rapport au web. Que je ne m'attendais pas à faire du tout. Là. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même
c'est un travail je dirais, énormément sur la concentration, mais la Ouais, concentration créative aussi, on est extrêmement près de la créativité, on est sur le texte, on est très très près de l'œuvre. Comme on est une toute petite cellule, on travaille, on est très près du récit, de l'œuvre, de ce qu'on crée. En même temps, c'est sûr que c'est stressant parce on est vis-à-vis du direct, donc il y a une espèce de rythme à garder, il y a les exigences de ça, mais c'est pas comme quand on arrive et qu'on fait partie, on est une pièce dans un immense machin comme un tournage de cinéma ou une pièce dans un gros théâtre où on est 25 là avec plein d'artisans autour, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on retrouve quand on est une toute petite compagnie de théâtre et qu'on prépare un tout petit ouais. spectacle sur une petite scène, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose qui nous ramène à l'artisanat qu'il y a dans l'art du théâtre, au côté bricolé, au côté... euh, essentiellement, il y a théâtre à partir du moment où tu as deux acteurs qui se parlent sur une scène, qu'elle soit vide, qu'elle soit... Et, ça nous force à cette intimité-là, ça devient magique, en fait. Puis ça Et, nous... Vas-y. il y a aussi un côté, on a l'impression d'être des astronautes en Ouais. 1960 dans les premières missions vers la Lune. Là, c'est les premières fois qu'on s'est lancé. Là, c'est, on a pensé à eux. On s'est dit, tu sais, on avait cette image, tu sais, de ces trois gars qu'on mettait dans un LEM qui n'avaient jamais été sur la Lune ou dans l'espace et auxquels les scientifiques disaient, oh, non, tout va bien se passer. Normalement, si vous appuyez sur ce bouton-là, ça devrait enclencher le parachute pour redescendre. Là. Mais il y avait cette adrénaline-là. Ouais. On avait le Parce trac, que mais complètement. Moi, on, j'avais le goût d'être malade. on avait un track normal de création d'acteurs, etc. Mais on avait doublé d'un track technologique parce qu'on Mhm. savait qu'on avait Ouais. à 2 jours à 2 jours de la première, Sylvain chez lui a eu une coupure de courant. Puis on s'est rendu compte qu'on avait pensé à tout sauf à une batterie de secours au cas où ça arriverait. Fait qu'on on a couru comme des fous aller se procurer ce qu'il fallait pour pouvoir assurer du courant de secours parce que voilà, tu penses pas à des trucs comme ça. Quand tu joues dans un théâtre, ils ont des génératrices de secours, tout ça est pensé, tous les grands lieux publics. Mais nous, ça a été c'est ça. On avait l'impression, on partait en voyage sur la Lune dans un prototype. Puis on touche du bois, ça a tenu, ça tient. Fait que, Mhm. voilà. Il reste quelques présentations là, d'ici le 16 avril qui ont lieu les vendredis soirs à 19h. J'imagine là, que vous êtes quand même enthousiasmé par ces dernières performances. Oui, oui. Puis ils comportent des défis aussi. Puis Mhm. on travaille à ces défis-là présentement. Puis moi, en tout cas, je considère que je suis très chanceux d'avoir cet os culturel-là à gruger en temps de pandémie parce que on est en résolution de problèmes, on est en création, on est on s'amuse aussi. Puis c'est assez prenant. Donc, ça aide à passer à travers cette épreuve collective-là qu'on vit, là, d'avoir un projet enthousiasmant comme ça. Oui, et par le biais de ce projet-là aussi, on a fait découvrir la compagnie à plein de gens qui la Ouais. connaissaient pas. Mhm. Donc, il y a des gens qui suivent vraiment ça, et ça, c'est le fun de voir que malgré un shutdown, nous, on a Puis réussi à faire découvrir ça. Et le théâtre à des gens qui- ce qui est on a, magique aussi, c'est qu'on a un soir donné, on a des gens qui peuvent venir de Québec, de Montréal, de Rouyn-Noranda, on peut en avoir en Belgique, on peut en avoir. J'ai appris dernièrement qu'on avait quelqu'un qui nous écoutait à Libreville, au Gabon, qui était un fan de de nos virus et versa. Ça a quelque chose aussi assez extraordinaire de se dire on a comme un potentiel là qu'on n'avait pas nécessairement dans une petite salle à Montréal. Ce que je veux pas dire qu'on veut pas avoir de salle. On a hâte Mhm. d'avoir des salles. Mais c'est quand même c'est le fun de voir ça.
Je rappelle que j'étais avec Claude Paiement, Sylvain Marcel et Frédéric Desagers du spectacle théâtral sur le web Virus et Versa. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris du temps en ce dimanche matin.